tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous ont rejoints, qui se sont abonnés à la chaîne depuis la dernière vidéo. Aujourd'hui, je vais m'inspirer d'un commentaire qui avait été laissé par Bawal sur la chaîne et qui a demandé s'il existait des documentaires sur les sites dont j'avais parlé dans la dernière vidéo. Et dans ces sites, je parlais aussi d'Abou Sir et Abou Gorab. Et aujourd'hui, je vais parler d'Abou Gorab et ses cuves mystérieuses. Abou Gorab, c'est un site qui se situe au sud-est du plateau de Gizeh. Et d'ailleurs, quand on est à Abou Gorab, on arrive à avoir une vue absolument magnifique du plateau de Gizeh. On est à 20 km à peu près des pyramides et pourtant elles sont là, visibles, toujours aussi majestueuses. Pour se rendre à Abou Gorab, il faut faire à peu près une bonne grosse demi-heure de voiture depuis le plateau de Gizeh. Ensuite, il faut traverser un village, puis un hara qui va nous amener en lisière du désert. Et une fois qu'on va passer le mur qui clôture toute cette zone, on accède au désert dans lequel il y a Abou Sir et le site qui nous intéresse aujourd'hui, Abou Gorab. Abou Gorab a été découvert au début du XXe siècle par un égyptologue chercheur allemand qui s'appelait Ludwig Borchardt. Et sur ce site, il y a une pyramide qu'on attribue au pharaon Nuséré, qui était le 6e pharaon de la 5e dynastie. Donc c'est la dynastie qui a suivi celle à laquelle on attribue de manière officielle le plateau de Gizeh et les pyramides de Gizeh. Donc Nuséré, le 6e pharaon de la 5e dynastie, qui aurait régné aux alentours de 2450 à 2430 avant Jésus-Christ. Cette pyramide, ou en tout cas les restes de la pyramide qu'on voit à Abou Gorab, Borchardt, lui, il en parle non pas comme étant une pyramide, mais une petite pyramide tronquée sur laquelle il y aurait eu un obélisque de 60 mètres de haut. Et c'est ça qu'on aurait appelé le temple solaire. Ce qui est très intéressant par rapport à ce temple solaire, ou en tout cas ce qu'il en reste, il est fait de mégalithes granitiques qui constituent le parement d'origine. Cela veut dire que d'un point de vue architectural, d'ingénierie et de construction, le temple solaire d'Abou Gorab, on peut dire sans aucun problème qu'il est contemporain aux autres édifices pyramidaux qu'on retrouve à travers l'Égypte, notamment les pyramides de Gizeh. Si dans les deux cas on retrouve une base mégalithique faite à la fois de calcaire mais surtout avec un parement granitique comme c'est le cas sur la pyramide de Mykérinos ou comme c'était le cas à la base de la pyramide de Képhren, cela veut bien dire qu'il y a un aspect contemporain aux constructions. Quand je dis contemporain, c'est bien d'un point de vue historique, c'est-à-dire que les pyramides de Gizeh qui sont attribuées par exemple à Khéops en moins 2550 et celle-ci qui est en moins 2450, à l'échelle historique archéologique, 100 ans, c'est contemporain. Alors après, même s'il y a un aspect contemporain entre la construction des pyramides de Gizeh et ce qu'on retrouve à Abou Sir ou Abou Gorab, cela ne veut pas dire que les datations qui sont attribuées sont correctes. Parce que là-dessous, il y a toujours un très gros flou et quoi qu'en disent les versions officielles, on n'est pas capable aujourd'hui de déterminer avec précision les dates auxquelles ont été construits tous ces édifices. Par contre, que l'on soit sur une version alternative ou officielle, comme je l'ai dit, là-dessus tout le monde se rejoint et on est d'accord, ce sont les mêmes parce que les techniques employées sont similaires. Devant ce temple solaire, il y a ce qu'on appelle un autel qui est constitué de 5 gros blocs d'albâtre et qui est parfaitement aligné sur les points cardinaux. Et comme vous pouvez le voir sur la photo que je vais vous montrer tout de suite, on se rend vraiment compte de la taille de cet autel par rapport à l'humain. Donc temple solaire, autel, on est toujours dans une approche mythologique, de croyance, de chemin vers l'au-delà. Et même les traditions orales, elles disent que cet autel, il servait initialement en fait à élever la spiritualité, élever le niveau de conscience des anciens Égyptiens. Élever le niveau de conscience, je peux comprendre que c'est un concept qui puisse paraître un petit peu farfelu pour ceux qui ne sont pas familiers avec la mythologie, la science sacrée et tout ce qui était lié à la vie des pharaons et de l'Égypte ancienne. Et même pour quelqu'un comme moi qui suis vraiment habitué, qui baigne là-dedans quasiment au quotidien, l'aspect spirituel est encore un tout petit peu compliqué à appréhender pour un esprit cartésien qui est le mien. Par contre, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et ce que j'ai vu sur place, en me rendant avec 2 de mes groupes que j'ai guidés et accompagnés, c'est que toutes les personnes qui se sont assises, allongées, en tailleur ou peu importe, sur cet autel, ont toutes ressenti quelque chose de très étrange. Pour certains, c'était très fort et positif, pour d'autres, c'était très fort et négatif, mais en tout cas, il y avait très peu de réactions neutres. Il y avait même une fois un chimiste qui est on ne peut plus cartésien, qui n'est absolument pas du tout branché dans ces histoires d'énergie ou autre. Et lui, il s'est mis sur cet autel
et il m'a dit qu'il a vraiment ressenti comme un vide, comme s'il était vidé de son énergie par ce lieu absolument mystérieux. Moi, à titre personnel, lorsque je me mets sur cet hôtel, je ne ressens rien de particulier. Par contre, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que comme quand je vais dans la pyramide rouge à Dahchour, lorsque je me lève après avoir été assis pendant une petite période sur cet hôtel, je suis complètement vidé, je suis HS complètement pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Par contre, la pyramide rouge de Dahchour, là c'est vraiment pire. Quand je rentre dans cette pyramide, et ça dure pas énormément, c'est peut-être une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on reste dans la pyramide, pas beaucoup plus, parce que ça suffit pour voir ce qu'il y a à voir et expliquer ce qu'il y a à expliquer. Une fois qu'on sort de la pyramide rouge de Dahchour, je suis vanné pendant des heures, jusqu'à la fin de la journée, je suis inutilisable. Et ça, ce sont des coïncidences qui sont assez difficiles à percevoir pour un esprit cartésien comme le mien, mais qui n'en sont pas moins des faits, parce que leur récurrence et leur systématisme montrent vraiment qu'il y a quelque chose de lié à l'énergie sur ces sites. Donc voilà pour le temple solaire, l'hôtel. Maintenant, je vais vous parler de ce qui nous intéresse vraiment, ce sont ces cuves. Ces mystérieuses cuves, ou en tout cas celles qui nous intéressent, parce que vous verrez qu'il y en a d'autres, elles sont au nombre de 9. Ce sont des cuves en albâtre. Et selon la théorie officielle admise par l'égyptologie, elles servaient à y déverser le sang des taureaux sacrés que l'on sacrifiait en hommage au dieu Apis. Par contre, lorsqu'on y regarde de plus près, il y a deux éléments qui nous interpellent et qui nous font un petit peu douter de cette histoire toujours un petit peu sacrificielle. La première, c'est que si on avait effectivement sacrifié des taureaux sur ces lieux, il y a fort à parier qu'on trouverait au moins quelques petits ossements dans la zone. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas, il n'y a aucun os retrouvé. On pourrait dire qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des ossements retrouvés sur le site, vu que les taureaux qui étaient utilisés en hommage à Apis ont été momifiés. Pourtant, ces momies, on n'en a pas retrouvé, à part quelques-unes dans le Sérapéum, mais pas dans les cuves du Sérapéum, mais dans des couloirs annexes. Et ça, c'est aussi une grosse contradiction de l'analyse par rapport à ce qu'on retrouve dans le Sérapéum, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc ici, à Bouguerab, on n'a pas d'ossements. Et par rapport aux trous qui étaient supposés être des évacuations pour le sang de ces animaux, on se rend compte qu'ils sont placés assez haut, comme vous pouvez le constater sur ces photos. Donc si les trous d'évacuation sont placés aussi haut, comment est-ce qu'on faisait pour évacuer le sang qui était pris au piège en dessous du niveau de ces trous d'évacuation? Ça, c'est une question à laquelle personne n'est capable de répondre. Il y a aussi un petit peu un problème logistique, j'ai envie de dire, par rapport à toutes ces cérémonies en hommage au dieu Apis. La première étape de toute cette logistique cérémoniale, c'est que le pharaon, devant la pyramide de Djéser, sur l'esplanade en albâtre qui faisait face à la pyramide de Djéser, le pharaon devait courir et attraper un jeune taureau. Il l'attrapait par la queue, cette queue ensuite, il la coupait, il l'attachait à son pagne en guise de reconnaissance et de démonstration de sa force. Donc là on est à Saqqara, on est encore plus au sud, donc ça veut dire qu'après il aurait fallu partir de Saqqara pour aller jusqu'à Bouguerab, pour vider les animaux. Pourquoi alors n'a-t-on pas gardé ces cuves directement sur le site de Saqqara pour centraliser tout? D'autant plus qu'une fois qu'on aura vidé ces animaux, il faudra à nouveau les rapatrier à Saqqara pour ensuite les enterrer dans cette supposée sépulture sacrée qu'est le Sérapéum. Logistiquement, ça n'a ni queue ni tête. Mais passons. Dans ces cuves à Bouguerab, donc je parlais de ces trous. Ces trous, ils sont absolument parfaits. On détecte même des traces d'outils. Pour ceux qui aiment parler de technologie avancée et de machines, on ne peut pas admettre cette théorie, ou en tout cas cette hypothèse avec certitude pour les cuves d'Abu Ghorab. Pourquoi? Parce qu'ici on n'est ni dans du basalte, ni dans du granit, ni dans de la diorite, on est sur de l'albâtre et c'est une roche qui est assez friable, on peut la travailler sans aucun problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ces carottes, on ne retrouve pas de sillons, comme c'est le cas dans d'autres carottes qu'on retrouve à Aboussir, Abu Ghorab, qui elles possèdent des sillons. Les sillons de ces autres carottes, elles sont dues en fait au sable qui vient entourer le tube de cuivre qui va permettre de percer. Il y a d'autres problèmes liés à ces tubes, mais ça aussi, je vous le garde pour une prochaine vidéo. Le sable, il est nécessaire pour percer du granit, car c'est du quartz. En termes de dureté des minéraux, on est à 6 ou 7 sur l'échelle de Mohs, qui va de 0 à 10, 10 étant le diamant. Mais comme ici, on est avec de l'albâtre, qu'on peut percer assez facilement, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de sable, et c'est pour ça que les carottes ne présentent pas de sillon. Donc là, il n'y a aucune théorie farfelue à sortir, on peut être tout à fait en phase avec l'histoire officielle, rien à contester. Ce qui est par contre étonnant, ce sont ces grandes coupes horizontales qu'on voit sur les cuves. La précision et la netteté avec lesquelles ont été coupés ces blocs est vraiment absolument magnifique. À tel point qu'on peut se demander comment est-ce qu'ils l'ont fait sans trop abîmer l'albâtre, qui comme je disais est très friable. Et sur le sommet de ces cuves, on retrouve aussi un espèce de dentelage.
Certaines personnes aiment à dire qu'on a là un espèce d'engrenage ou autre. Malheureusement, c'est très compliqué d'asseoir cette hypothèse et de confirmer cette hypothèse par la théorie, parce que si on a un bout d'engrenage ici, il faudrait forcément que ici, on retrouve l'autre partie de l'engrenage. Ce n'est pas le cas. Donc il y a fort à parier que ces dents n'avaient rien à voir avec l'engrenage. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que ces dents, elles sont en nombre inconsistant suivant les cuves sur lesquelles on va regarder. Sur certaines cuves, il y en a 26, 28, 30. Donc il n'y a pas de standardisation de la production. Il est très probable qu'il y ait une utilité très spécifique à ces dents, mais aujourd'hui on n'est pas capable de la déterminer. On est d'autant plus incapable de la déterminer que sur la face est, oui c'est la face est, non la face nord pardon, on retrouve d'autres cuves mais qui elles ne sont pas dentelées, mais qui sont aussi percées. Donc si elles ne sont pas dentelées, c'est que peut-être les dents ne servaient entre guillemets à rien. Et pourquoi je dis ça ? Parce que sur ces cuves où il n'y a pas de dents, on retrouve aussi des trous. Et sur la face sud du temple solaire, on retrouve ces mêmes autres cuves collées au temple solaire, au niveau du sol. Donc leur emplacement, il est d'origine, il a toujours été là. Et c'est grâce à ça que mon ressenti, c'est que toutes ces cuves faisaient partie d'un tuyau, d'un complexe entre guillemets de tuyauterie, de canalisation. Bon, ça, ce sont des termes un petit peu vulgaires, en tout cas dans leur connotation moderne, mais en tout cas voilà, de transmission de fluides. Quels étaient ces fluides et à quel dessein, ça je ne saurais pas le dire. Personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on est capable d'entrevoir cette hypothèse? C'est que à Abu Ghorab, devant le temple solaire, on a donc ces 9 cubes qui présentent des trous. On a d'autres cuves de part et d'autre de la pyramide du temple solaire, au nord et au sud, qui visiblement elles aussi possédaient des trous et dont on connaît encore l'emplacement d'origine. Ensuite, lorsqu'on se dirige vers le sud-est, vers Abou Sir, on va passer dans une petite zone où il y a certains blocs de granit ou autres, dont des blocs qui sont aussi taillés et qui présentent également des trous. Et plus tard, lorsqu'on arrive à Abou Sir, on retrouve la fin de ce système de transmission de fluide ou en tout cas de liquide. On voit vraiment les encoches dans lesquelles auraient pu venir les tuyaux. Alors tout ça c'est bien beau, mais vous allez dire comment est-ce que tu peux en être sûr? Eh bien je n'en suis pas sûr, mais c'est un ressenti très fort que j'ai en combinant ce qu'on voit à Abu Ghorab, au milieu d'Abu Ghorab et Abou Sir et à Abou Sir. Ma mission maintenant, c'est lors du prochain voyage en Égypte au mois de novembre, d'aller sur ce site pour mesurer à la fois le diamètre des 9 cuves qui sont très connues, des cuves annexes du temple solaire, de ces blocs de granit qui se situent entre Abou Sir et Abu Ghorab, ainsi que d'aller à Abou Sir pour mesurer le diamètre de ce qui visiblement était là pour accueillir les canalisations, ou en tout cas ce qui était utilisé pour transmettre ces fluides. Et si on a une concordance de diamètre de tous ces trous, cela va confirmer mon intuition et mon impression que ces deux sites étaient reliés les uns entre les autres. Et par là même, cela viendrait invalider officiellement la théorie académique selon laquelle nous sommes face à des cuves sacrificielles. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous connaissiez déjà le site, j'espère que ça vous a plu de le redécouvrir à travers d'autres images. Et si vous ne le connaissiez pas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits pouces, des commentaires, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures. Bye bye.